Bonjour à tous, je suis très heureuse de participer à ce colloque consacré à la technique contractuelle. Avant toute chose, je tiens à remercier particulièrement l'organisateur et l'initiateur de ce colloque virtuel, mon collègue Kevin Magnier-Méran, qui a vu la pertinence de recourir à la technique contractuelle au sein des contrats d'affaires, et ce, en vue d'en constituer un closier. Au sein de ce closier, la clause de confidentialité, autrement appelée la clause de secret ou encore la clause de non-divulgation, occupe une place qui ne doit pas être négligée. Pourtant, de prime abord, l'intérêt de rédiger une clause de confidentialité ne s'évince pas avec évidence, tant le législateur a pu intervenir de différentes manières dans différents domaines, et ce, afin de protéger l'objet même de la clause de confidentialité, l'information, ou plus particulièrement l'obligation de non-divulgation d'une information considérée comme confidentielle ou encore secrète. C'est ce que nous verrons dans un premier temps. Utilité, nécessité de rédiger une clause de confidentialité, oui, mais de quelle manière ? En effet, ce n'est pas tout de vouloir rédiger une clause de confidentialité, encore faut-il que cette clause soit bien rédigée. Sans quoi, ici, la clause de confidentialité ne saurait produire l'ensemble des effets qui sont attendus de cette dernière. C'est ce que nous verrons dans un second temps. Voyons donc dans un premier temps la nécessité de rédiger une clause de confidentialité. On le disait, de prime abord, rédiger une clause de confidentialité ne semble pas présenter un si grand intérêt. En effet, aux fins de protéger des informations sensibles, des données, voire encore des secrets, le législateur est déjà intervenu, voire a même prévu des outils. À titre d'exemple, on peut notamment citer, en matière pénale, le fait de divulguer une information qui serait privilégiée, portant sur une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est constitutif d'un délit d'initié ou à tout le moins d'un manquement d'initié. Donc protection, elle existe. Cependant, cette protection, parce qu'elle se trouve être circonscrite à certaines informations, parfois selon certaines formes, se révèle être insuffisante. À ce niveau, un rapide constat malheureusement négatif peut être fait. On constate notamment l'existence d'obligations légales de confidentialité. L'obligation de confidentialité qui incombe au médecin à l'égard de son patient. L'obligation de confidentialité qui incombe à l'avocat à l'égard de son client. On peut encore citer celle qui incombe au journaliste au regard de sa source. Toutefois, ces obligations, si elles existent, demeurent trop rares et souvent circonscrites à des professionnels. Il existe également des infractions, on l'a déjà vu, mais ces infractions sont le plus souvent trop étroite, conséquence directe de l'exigence du respect notamment des principes fondamentaux du droit pénal, et on pense plus particulièrement au principe d'interprétation stricte de la loi pénale. On constate enfin l'inadaptation des droits de la propriété intellectuelle pour certaines données. En effet, pour citer un exemple, dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, on sait que les données font l'objet d'une protection particulière. Mais cette protection n'intervient que dans le domaine du droit des brevets, de sorte que ces données ne sont protégées qu'à compter du dépôt du brevet. Tout ce qui concerne la phase antérieure à ce dépôt ne peut donc être protégé qu'au moyen d'une clause de confidentialité. À ces insuffisances légales qu'on pourrait multiplier, il faut également ajouter les difficultés probatoires. En effet, à défaut de prévisions contractuelles, les litiges pourront se régler sur le terrain de la responsabilité délictuelle, notamment, par exemple, au travers d'une action en concurrence déloyale ou encore en parasitisme. Mais dans ces circonstances, la charge de la preuve est
particulièrement redoutable pour la personne dont le secret a été divulgué. Il appartiendra en effet à la victime de la divulgation de démontrer tout d'abord que l'information qui a été révélée portait bien sur un secret, par exemple le secret des affaires. Ensuite, il lui appartiendra de démontrer que la personne qui a divulgué ici cette information n'y était pas autorisée, de sorte que cette divulgation constitue bien une faute. Ensuite, enfin pour terminer, il lui appartiendra, comme toujours, de démontrer l'existence d'un préjudice, lequel devra évidemment être en lien direct avec la faute qu'aura commise ici l'auteur de la divulgation. Donc, démontrer tout simplement que la divulgation a bien causé un préjudice. Le législateur lui-même s'est rendu compte de ces insuffisances et a tenté de les pallier. Ces palliatifs peuvent être constatés à deux niveaux. On pense tout d'abord à la réforme du droit des contrats qui est intervenue récemment avec l'ordonnance du 10 février 2016. En effet, l'ordonnance de 2016 est venue insérer au sein du Code civil un nouvel article, l'article 1112-2, qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Cet article dispose, je cite, « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions de droit commun. » Cet article, déjà, a le mérite d'exister et surtout, il a le mérite de poser un devoir légal de confidentialité. Cependant, ce devoir de confidentialité demeure circonscrit à la phase précontractuelle et donc soumis aux règles redoutables en matière probatoire du droit commun de la responsabilité civile. La clause de confidentialité permet en conséquence ici de résoudre à la fois ces difficultés probatoires que l'on rencontrerait en phase précontractuelle, mais également de protéger les relations entre les contractants au cours de la phase contractuelle, voire post-contractuelle. Cette clause est d'ailleurs tout simplement finalement induite de la lettre de l'article 1112-2, puisque en circonscrivant son office tout simplement à la phase précontractuelle, l'article ici invite les parties à recourir à la clause, notamment pour régir leurs relations au cours de l'exécution du contrat. Autre intervention récente du législateur qui démontre sa conscience quant à ses propres insuffisances, il s'agit de la directive 2016-943-UE qui a été donc en date du 8 juin 2016 relative à la protection du secret des affaires. Cette directive de 2016 a été transposée au sein du Code de commerce par la loi du 30 juillet 2018. Ces dispositions, certes protectrices, demeurent cependant également circonscrites ici au secret des affaires, de sorte que finalement l'information qui est divulguée ne peut porter que sur un tel secret, à savoir sur une information ayant une valeur commerciale. C'est ce que nous dit l'article L 151-1 du Code de commerce nouvellement créé. Or, la clause de confidentialité, et c'est peut-être le principal intérêt de la clause de confidentialité, c'est que cette dernière permet d'ériger en secret toute information, peu important que cette information ne soit pas, au sens juridique du terme, un secret. Pire, si on va au-delà de la circonscription de cette protection prévue par le Code de commerce, il apparaît que pour que cette information bénéficie tout simplement de la protection du législateur et donc que l'auteur de la divulgation se trouve être sanctionné, cette information exige l'existence d'une clause de confidentialité. En effet, l'article L 151-1, troisièmement, n'accorde sa protection
tout simplement qu'à une information qui fait, je cite, l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances pour en conserver le caractère secret. On exige donc des mesures de protection raisonnables qui peuvent assurément prendre la forme d'une clause de confidentialité, mais a priori pas que. Il faut poursuivre avec l'article L 151-5 du Code de commerce qui précise pour sa part que l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne notamment qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. Finalement, ici, l'existence même d'une clause de confidentialité est requise, on vient de voir, pour qualifier l'information en cause de secret des affaires, mais également pour rendre illicite son utilisation ou sa divulgation. On le voit donc, la clause de confidentialité conserve tout son intérêt, y compris dans les cas où le législateur a prévu une protection s'agissant d'une information en particulier. Mieux, la clause de confidentialité est nécessaire. La pratique ne s'y est d'ailleurs pas trompée quant à la pertinence de recourir tout simplement à la clause de confidentialité, et ce, depuis longtemps déjà, tout simplement parce qu'elle en est elle-même à l'origine. Il est dès lors assez courant de constater que les entreprises recourent à cette clause afin de maîtriser la divulgation des informations qu'elles considèrent comme sensibles. Cette pertinence de rédiger une clause de confidentialité est même double. En premier lieu, il faut savoir que la clause de confidentialité permet d'intervenir dans des domaines très variés. Toute opération finalement, que ce soit une transmission d'un savoir-faire, qu'il s'agisse d'une cession d'entreprise, d'un contrat de travail ou encore d'une transaction. La clause de confidentialité trouve particulièrement un terrain ici fertile dans le domaine du droit des affaires. En second lieu, il faut savoir aussi que la clause de confidentialité se révèle être particulièrement malléable. Elle peut en effet prendre des formes diverses et variées. D'abord, la clause de confidentialité peut être unilatérale ou réciproque. Elle peut simplement reprendre une obligation légale de confidentialité, et ce, dans un but finalement essentiellement pédagogique et dissuasif, ou alors, au contraire, elle peut viser des informations qui ne seraient pas déjà légalement protégées. La clause de confidentialité peut encore faire l'objet d'un avant-contrat, et ce, à part entière, ou prendre tout simplement la forme d'une simple stipulation au sein d'un contrat principal. En imposant tout simplement ici à celui qui en est tenu, donc le débiteur, de ne pas révéler là où les informations qui lui auraient été communiquées à l'occasion des négociations ou encore de l'exécution d'un contrat, ici, la clause de confidentialité est le plus souvent stipulée aux fins d'éviter de se prémunir d'une éventuelle concurrence. Pour autant, la clause de confidentialité ne saurait emprunter au régime de la clause de non-concurrence, régime qui est beaucoup plus contraignant. En effet, comme a pu le constater la doctrine, la clause de confidentialité n'est pas limitée ni dans le temps ni dans l'espace pour être valable. La jurisprudence n'impose pas davantage, pour que celle-ci soit valable, l'existence d'une contrepartie financière, notamment au bénéfice d'un salarié qui y serait tenu. Aussi, on le voit, sur la forme, la clause de confidentialité apparaît, à n'en pas douter, flexible. Cette flexibilité connaît néanmoins quelques limites infranchissables. Ces limites sont au nombre de 5. En premier lieu,
la clause de confidentialité ne saurait protéger l'information connue du public. Cette affirmation confine à l'évidence dans le sens où on ne verrait pas l'intérêt d'obliger une personne à ne pas divulguer une information dont tout le monde connaîtrait déjà. C'est l'information en question. En deuxième lieu, la clause de confidentialité ne saurait protéger également une information illicite. Tel est le cas, par exemple, d'une information qui aurait déjà été obtenue en violation du secret, en sorte que son détenteur se rendrait coupable de recel. Dans le cas où, évidemment, cette information est pénalement protégée. Troisième limite, la clause de confidentialité ne saurait porter sur une information dont une personne a au contraire l'obligation de divulguer. En effet, le débiteur de l'obligation de non-divulgation peut être tenu d'informer. Cette obligation d'informer peut résulter ou bien de dispositions générales ou bien de dispositions spéciales. S'agissant d'abord des dispositions générales, il importe de rappeler à ce titre les nouvelles dispositions de l'article 1112-1 du Code civil, également issues de l'ordonnance de 2016, qui précède d'ailleurs le devoir général de confidentialité qui a été créé. Ces dispositions posées par l'article 1112-1, impose à la partie qui détient une information déterminante pour le consentement du contractant, dès lors que légitimement ce dernier ignore cette information ou tout simplement fait confiance à son co-contractant, d'en être informé. En application de ce texte, ici, donc, le débiteur de la clause de confidentialité, qui se trouve être également tenu d'une obligation générale d'information, devra donc divulguer l'information en question si cette information est déterminante aux fins contractées. L'article 1112-1 dispose d'ailleurs explicitement l'impossibilité pour les parties à la fois de limiter ce devoir général d'information, voire carrément de l'exclure, et ce, dans son alinéa 5. On peut encore rappeler, toujours s'agissant des dispositions générales, l'article 1123 alinéa 3 du Code civil, lequel consacre, depuis l'ordonnance de 2016, l'action interrogatoire. Il importe de rappeler que cette action permet à un tiers qui souhaiterait, avant de contracter, avoir la certitude qu'il n'existe pas de pacte de préférence, au détriment de son contractant, de sorte que, grâce à cette action, ici, l'éventuel co-contractant tiers peut solliciter par écrit le bénéficiaire supposé du pacte de préférence afin que celui-ci lui confirme ou à l'inverse lui infirme l'existence d'un pacte de préférence, et s'il lui confirme l'existence de ce pacte, son intention de s'en prévaloir. À côté de ces dispositions générales, il faut savoir que le débiteur l'obligation de non-divulgation peut également être tenu à un devoir spécial. On pense notamment à certains professionnels, à l'instar du commissaire aux comptes. Dans d'autres circonstances, toujours en droit des affaires, l'on sait que les dirigeants de société sont également tenus à un devoir de loyauté, de sorte que ces derniers sont considérés comme manquer à leur obligation de loyauté, notamment à l'égard d'un associé cédant, dans le cas où le dirigeant de société aurait précédemment conclu avec un tiers un accord de cession des actions comprenant celles qu'il entend acheter auprès de son associé, et ce à un prix supérieur à l'autre transaction.
Dans ces circonstances, et même si l'accord qui a été conclu entre le dirigeant de société et le tiers se trouve être frappé de confidentialité, en vertu de son devoir de loyauté, le dirigeant est tenu à l'égard de l'associé cédant de lui communiquer le prix de cession. C'est ce que nous dit la jurisprudence. Quatrième limite que la clause de confidentialité ne saurait franchir, c'est la question de la disproportion. En effet, en application de la jurisprudence d'Assosystème, les juges peuvent voir dans la clause de confidentialité une atteinte excessive à la liberté d'expression, de sorte que les juges du fond peuvent exiger que la clause de confidentialité soit à la fois justifiée mais également proportionnée au but recherché. Enfin, si on a pu voir que la clause de confidentialité n'a pas à être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, cette clause de confidentialité doit néanmoins être claire et précise aux fins de déterminer les informations qui sont protégées. Telle est la cinquième et dernière limite que ne saurait s'affranchir ici la clause de confidentialité. Il apparaît dès lors que si la clause est rédigée de manière trop large, de sorte que finalement celui qui en est tenu ne sait pas exactement à quelle information il est tenu de ne pas divulguer, la sanction de l'autorité judiciaire face à une telle incertitude est ici sans appel. La jurisprudence écarte tout simplement l'application de la clause de confidentialité. C'est notamment ce qui s'est passé s'agissant d'une clause qui était rédigée comme suit. Les parties s'engagent à considérer comme strictement confidentielle toute information à caractère notamment technique, financier, commercial, de savoir-faire, plan, dessin, rapport, qui leur a été, donc s'agissant des informations passées, et ou qui leur sera communiqué, donc ce qui vise également les informations communiquées dans le futur, et ce, quel que soit le moyen de communication utilisé. De tous ces éléments s'évince donc la nécessité de rédiger une clause de confidentialité, mais aussi de bien rédiger cette clause. Car si la clause de confidentialité a intrinsèquement un intérêt dissuasif par la pression qu'elle instaure tout simplement sur la personne du débiteur de l'obligation de non-divulgation, lorsque cette clause de confidentialité se trouve être violée, tout simplement parce que son débiteur est passé à l'acte, elle poursuit également un objectif sanctionnateur sur le terrain, tout simplement, de la responsabilité contractuelle. Dans ces circonstances, ce second intérêt sanctionnateur, qui doit conduire logiquement à l'octroi de dommages et intérêts en faveur donc du créancier ici de l'obligation de non-divulgation, et se trouve réduite à néant si, par définition, la clause est mal rédigée. Voyons donc notre second temps consacré à la rédaction de la clause de confidentialité. Ici, 4 points sont susceptibles de poser difficulté quant à la rédaction de la clause de confidentialité, lesquels peuvent être résumés au travers des 4 pronoms interrogatifs que nous connaissons bien, à savoir qui, quoi, combien et comment. Voyons d'abord qui. Ici, il s'agit de savoir qui se trouve être visé par la clause de confidentialité. La clause, évidemment, devra viser le destinataire privilégié de l'information parce qu'il a, par exemple, participé aux négociations. Cependant, pour autant, doit-on se limiter ici à ce seul destinataire privilégié pour imposer le respect de l'obligation de non-divulgation? On pourrait tout simplement imaginer que l'information serait diffusée non pas par le destinataire privilégié, mais tout simplement par l'un de ses proches. Il importe dès lors
d'imposer au travers de la clause de confidentialité que la partie tenue à la dite clause prenne toutes les dispositions pour que les informations confidentielles ne soient pas divulguées à des tiers. La partie devra donc ici veiller au respect du présent contrat en répondant évidemment de ses propres actes, mais pas seulement, également de répondre des actes des tiers, notamment des collaborateurs, de ses collaborateurs ou de ses salariés avec lesquels il travaille. Pour ce faire, il se révèle être judicieux d'obtenir du débiteur de l'obligation de non-divulgation qu'il s'engage également le plus souvent à obtenir des tiers avec lesquels il travaille, qu'il signe également un accord de confidentialité. D'autant plus qu'il faut garder en ce domaine présent à l'esprit qu'il n'est pas toujours facile d'identifier l'auteur de la divulgation. Dans ces circonstances, on peut conseiller, à titre d'exemple de rédaction, de rédiger la clause comme suit. Le débiteur est tenu pour lui, mais également pour ce qui concerne ses collaborateurs, salariés et clients. À ce titre, il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter la clause de confidentialité à laquelle il est obligé et empêcher la divulgation des informations confidentielles. Dans une telle situation, il peut paraître en tout cas utile d'inclure une clause d'agrément ou d'autorisation impliquant l'accord du créancier pour chaque nouvelle divulgation auprès de telle ou telle personne. On peut encore avoir recours à la promesse de porte-fort. En tout état de cause, pour s'assurer du respect par le débiteur de la clause de confidentialité, on ne saurait que trop conseiller d'assortir la clause de confidentialité d'une autre clause, à savoir la clause pénale. Deuxième point, quoi? Ici, la question est de savoir quelle information peut être frappée de confidentialité. On le sait, on l'a déjà dit, et c'est peut-être l'intérêt le plus notable s'agissant de la clause de confidentialité, notamment par rapport aux dispositions légales, c'est que l'information protégée ici n'a pas à être, au sens juridique du terme, déjà secrète. Concrètement, la clause de confidentialité permet d'ériger quelque information que ce soit en une information confidentielle. Mais avec une telle opportunité, le risque de faire finalement tomber dans le giron de la clause toute information est finalement grand. Or, on le sait, on vient de le voir également, une clause qui serait trop large, quant à son objet, peut conduire tout simplement la jurisprudence à l'écarter. D'où l'utilité de bien rédiger sa clause. On ne saurait dans ces circonstances évidemment prévoir uniquement une clause générale selon laquelle le débiteur ici s'abstiendrait tout simplement de divulguer toutes les informations de quelque nature qu'elles soient dont il aurait eu connaissance au cours des négociations et au cours de l'exécution du contrat. Certes, les dispositions de droit commun posées par le législateur jouent à titre subsidiaire, notamment dans le cas où la clause de confidentialité serait écartée. Mais dans ce cas-là, on se retrouvera toujours face aux obstacles qu'on dénonçait plus avant, à savoir l'obstacle notamment tiré de la charge de la preuve et surtout, finalement, la clause de confidentialité serait au mieux réduite à un seul intérêt dissuasif, encore que ne faudrait-il pas être confronté à un débiteur qui serait particulièrement averti et qui, face au caractère général de la clause, avait finalement conscience qu'il n'était dès le départ tenu finalement à rien du tout. Face à ces éléments, quelle rédaction adopter s'agissant de la clause de confidentialité ? L'idée première qui vient à l'esprit serait dès lors de lister les informations qui seraient soumises à la confidentialité. Dans son principe, cette approche apparaît
parfaitement pertinente puisqu'elle permet d'identifier de manière claire et précise l'obligation de non-divulgation du débiteur, de clairement préciser les informations que celui-ci ne doit pas divulguer. D'accord. Mais reste que dans cette hypothèse, il importe pour le créancier de ne rien oublier. En effet, en listant ici les informations, celles non incluses dans la clause seraient automatiquement, et ce par un raisonnement contraire, considérées comme non confidentielles. Aussi, et on le voit précisément à ce niveau, c'est que l'exercice de rédaction se révèle périlleux car minutieux. Il requiert finalement un entre-deux afin de déterminer et de rédiger, on va dire, la clause la plus judicieuse. Cet entre-deux peut prendre deux formes. La première forme consiste tout simplement à apporter une définition générale de la notion d'information confidentielle, définition qui serait ici accompagnée d'informations sensibles qui seraient expressément visées par la clause. Dans cette hypothèse, les informations sensibles, auxquelles finalement on pense de manière immédiate, seraient particulièrement protégées par la clause. Et en tout état de cause, grâce à la définition générale de l'information confidentielle, cette définition permettrait pour sa part de prémunir le rédacteur d'un éventuel oubli puisqu'elle viendrait jouer à titre subsidiaire. Des titres subsidiaires, tout simplement des informations qui auraient été expressément listées et pour ce faire, il conviendra donc de recourir notamment à l'adverbe « notamment ». Ainsi, à titre d'exemple de rédaction, on peut notamment penser rédiger la clause de confidentialité comme suit. Les parties s'engagent à considérer comme strictement confidentiel l'ensemble des documents, des informations et données qui leur ont et ou leur seront communiquées et dont elles auraient connaissance dans le cadre des négociations, par exemple actuellement en cours, et lors de l'exécution du contrat, sont notamment considérées comme confidentielles et dans ce cas-là, je liste les informations confidentielles que j'entends viser expressément. Par exemple, les informations qui seraient afférentes à la politique commerciale de la société, celles qui seraient afférentes au fichier client de la société ou encore celles qui seraient relatives au savoir-faire de la société, etc., etc. Précisons à ce niveau, avec une telle rédaction, que l'on peut inclure le contrat lui-même dans lequel la clause est insérée, évidemment dans le cas où la clause ne ferait pas l'objet, comme on a pu le voir, d'un contrat à part entière. Et dans ce cas-là, le contrat lui-même peut également être frappé de confidentialité. Dans ces circonstances, à la fois l'existence et le contenu du contrat seront considérés comme une information confidentielle. Tel, par exemple, peut être le cas d'une transaction, comme on l'a vu dans l'exemple s'agissant des dirigeants de société, même si ici, cet accord cédait face au devoir de loyauté qui incombe à ces dirigeants de société. La seconde possibilité, la seconde rédaction qui s'offre à nous est de procéder dans le sens strictement inverse à cette rédaction. C'est-à-dire ici rédiger tout simplement une définition générale également de l'information confidentielle. Cette définition serait également accompagnée d'informations, mais cette fois-ci, non pas des informations considérées comme confidentielles, mais à l'inverse, les informations qui seraient considérées comme non confidentielles. Ici, on appliquerait tout simplement la technique du tout sauf. L'entreprise, grâce à cette technique, ainsi présume toute information non expressément listée confidentielle. Ainsi, par exemple, la clause pourrait
être rédigée comme suit. Les informations échangées par les parties, par quelque moyen que ce soit, sont toutes présumées confidentielles sans que la partie qui les a transmises ait besoin de confirmer le caractère confidentiel de l'information transmise. Par exception, ne sont pas considérées comme confidentielles au sein du présent accord et pareillement, dans ce cas-là, je liste cette fois-ci les informations que je considère comme non confidentielles, non secrètes. En procédant de la sorte, indéniablement, le rédacteur se préserve doublement. Car il se préserve d'abord tout simplement d'un éventuel oubli, mais surtout, il se préserve dans le sens où il appartiendra au débiteur tenu de la clause de démontrer que l'information qui a été divulguée n'entrait pas dans les prévisions du texte, de sorte que, ici, la charge de la preuve incombe au débiteur, qui plus est, la charge d'une preuve négative. Aussi, et dans le but d'atténuer le caractère sévère qui est attaché à cette clause pour son débiteur qui, face à cette sévérité, pourrait être freiné en pratique finalement de ratifier cette clause, il est possible de rappeler que la clause ne concerne pas les informations qui sont tombées déjà dans le domaine public lors de leur transmission à l'autre partie ou qui tomberaient, et ce sans que la partie récipiendaire ne puisse finalement en être tenue responsable. Toujours à cette fin d'atténuation du caractère quand même assez sévère de cette rédaction, et peut-être de manière un peu plus utile que la précision juste avant, qui ne fait finalement que rappeler les obligations auxquelles finalement ces obligations légales qui existent déjà et qui ne viennent pas couvrir davantage le débiteur, on pourrait préciser ici que la clause peut encore envisager le ou les cas et les modalités selon lesquelles le débiteur pourrait éventuellement diffuser l'information ici confidentielle. Troisième point, combien? Ici, il s'agit de la dimension tout simplement temporelle de la clause qui se pose. Pourtant, on l'a dit précédemment, on le sait, la clause de confidentialité n'a pas besoin, pour être valable, d'être limitée dans le temps, ce qui est au vrai assez logique. En effet, la clause apparaît utile dès lors que l'information est tant finalement que l'information demeure confidentielle, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas transmise, communiquée au public. De la même manière, la clause de confidentialité se révèle être utile tant que celui qui a transmis l'information y aura un intérêt, par exemple par rapport à son entreprise. Dans ces circonstances, et étant précisé que cette clause de confidentialité finalement ne limite pas tant que ça la liberté de son débiteur, cette clause peut être parfois très longue. En effet, alors, cette clause ne limite pas le débiteur dans sa liberté, puisqu'il faut être conscient d'une chose, c'est que le débiteur n'est ici tenu qu'à une obligation de non-divulgation. Si le débiteur n'est pas en outre tenu à une obligation de non-concurrence, il conserve la possibilité d'exploiter, ne serait-ce que pour lui-même, l'information confidentielle. Mais jusqu'à quel point cette clause, dans ce cas-là, pourrait s'étirer dans le temps? Il importe de rappeler un principe, celui selon lequel nul ne peut être tenu de manière perpétuelle. En effet, si la jurisprudence, à notre connaissance, n'a pas eu à trancher ce cas s'agissant de la clause de confidentialité, le risque que le débiteur de l'obligation de confidentialité soulève ce de manière utile comme moyen de défense le principe de la prohibition des engagements perpétuels est à prendre en considération. Ce risque est à prendre d'autant plus en considération
que l'ordonnance de 2016 a offert à la prohibition des engagements perpétuels un fondement légal à l'article 1210 du Code civil. Reste à savoir, dans le cas où la clause de confidentialité céderait face au principe de prohibition des engagements perpétuels, finalement, quelles sanctions seraient infligées. Il y a d'un côté la nullité pure et simple de la clause. Il y a de l'autre la sanction qui résiderait finalement seulement dans la réduction de la durée excessive de la clause. Pour la jurisprudence, cette dernière incline en faveur de la sanction de réduction, laquelle a également la faveur de la doctrine. Cependant, si elle se révèle beaucoup plus opportune et permet de conserver finalement la clause en elle-même et uniquement de la réduire, cette sanction ne correspond pas au vrai à la portée qui accompagne le principe de la prohibition des engagements perpétuels. En effet, ce principe de prohibition des engagements perpétuels permet à un co-contractant, en principe, de pouvoir se libérer tout simplement de ses engagements. Par ailleurs, cette sanction consistant uniquement à réduire le temps excessif de la confidentialité montre ses limites dans le cas où l'engagement serait considéré comme subjectivement excessif, c'est-à-dire qu'il serait pris en considération ou bien de la vie humaine ou bien de la vie professionnelle du débiteur. Dans de telles circonstances, la nullité de la clause de confidentialité, en raison à la fois de l'absence de stipulation d'une durée, mais aussi de la stipulation d'une durée, mais qui serait considérée comme excessive, apparaît probable. Pour conforter cette probabilité, il importe notamment de se reporter à la formule selon laquelle le secret a vocation à perdurer tant qu'il n'est pas tombé dans le domaine public, cette formule étant considérée pour une partie de la doctrine comme déjà constituant un terme implicite. Pour toutes ces raisons, la stipulation d'une clause de confidentialité à durée déterminée dans le temps, cette durée déterminée en fonction évidemment de l'information, de l'importance de cette information, mais également en considération de la personne, ce qui fait qu'elle peut s'étendre sur 5, 10, 15, 20 ans ou plus, apparaît nécessaire. Quatrième et dernier point, comment ? Ici, la question se pose de l'usage de l'information. Il importe d'avoir toujours présent en tête, on l'a déjà dit, que l'objet même de la clause de confidentialité, à savoir l'obligation qui s'impose à son débiteur de ne pas révéler des informations qui lui auraient été communiquées, par exemple dans le cadre de négociations ou au cours de l'exécution d'un contrat, se limite uniquement à cela. En clair, le débiteur, qui a connaissance des informations confidentielles ou secrètes, est uniquement tenu, au travers de cette clause, de ne pas les divulguer. En clair, cette clause n'interdit pas le débiteur d'exploiter les informations confidentielles telles que le savoir-faire dont il aurait eu connaissance au cours de négociations, qui plus est si elles se révèlent être avortées, voire plus largement même exercer une activité qui viendrait directement en concurrence de celle exercée par le créancier de l'obligation de non-divulgation. Dans ces circonstances, il apparaît utile de préciser dans la clause également l'usage qui pourrait être fait ici des informations fournies et adjoindre éventuellement des clauses de limitation d'exploitation. Il est en effet classique d'ajouter que la communication des informations n'entraîne tout simplement aucun transfert de droit au profit de son destinataire. On peut à l'inverse préciser les cas limitativement déterminés dans lesquels il pourra déroger au secret et ce non
quelle modalité. Ainsi, en tenant compte de l'ensemble des remarques qui ont été formulées jusque-là, la clause de confidentialité pourrait être rédigée comme suit. Les parties s'engagent tant pour leur compte que celui de leurs salariés, préposés, conseils, dont elles se portent fort, et ce, pour 10 ans par exemple, à ne pas divulguer les documents, informations et données qui seraient listés à quelque personne ou sous quelque forme que ce soit, et à ne pas les exploiter à des fins personnelles et ou en dehors des négociations et de l'exécution du présent accord, sauf autorisation expresse, préalable et écrite de l'autre partie, ou encore sur adjonction de justice, ou encore l'autorité administrative ou de contrôle. Mais il faut garder présent en tête que si le créancier de l'obligation d'abstention, de non-divulgation de l'information entend empêcher purement et simplement ici son débiteur d'exploiter les informations qui sont frappées de confidentialité, il lui revient tout simplement d'insérer dans son contrat une autre clause, la clause de non-concurrence, avec laquelle la clause de confidentialité ne saurait être confondue. Aussi, je vous invite à prendre connaissance de l'intervention de notre collègue Philippe Grignon, qui intervient précisément sur la clause de non-concurrence. Je vous remercie pour votre attention.